Bonjour et bienvenue à toutes et tous ici en présence au Tank et puis derrière votre écran pour participer à cette 8e édition des rencontres Parlons Inclusion numérique euh, qui, que nous allons consacrer ce matin à la thématique de la sobriété énergétique et de se poser la question de comment éviter la double peine pour les personnes très éloignées du numérique, auxquelles, comme à nous tous et toutes, on enjoint désormais de se mettre à la sobriété énergétique. Nous allons donc essayer d'explorer ce thème avec nos invités ce matin. Je dirai un petit mot d'eux, mais je vais tout de suite passer la parole à Guylaine qui dirige la MEDNUM qui nous accueille ce matin pour introduire cette thématique. Merci, bonjour à toutes et à tous. Très content de vous retrouver pour cette dernière édition de l'année de Parlons Inclusion numérique. C'est la 4e de ce format qu'on opère maintenant depuis 2 ans avec la Banque des Territoires. Voilà, on a essayé de faire des choix de thèmes depuis le début de ce programme. C'est originaux en se disant qu'on allait mêler un secteur qui était plus ou moins proche, disons, de nos problématiques habituelles sur l'inclusion numérique, aux problématiques justement d'inclusion numérique et à ces acteurs et à ceux qui accompagnent les personnes éloignées. Aujourd'hui, c'est le thème de l'énergie. Tout ça fait suite à des réflexions finalement qui datent un petit peu quand on a discuté de ce thème avec la Banque des Territoires. On se rappelait des discussions un peu lointaines, notamment avec Enedis, qui nous expliquait que lors de la mise en place des programmes Linky, par exemple, des questions de culture numérique et de croyances autour des données pouvaient générer des comportements un peu complexes sur l'acceptation des dispositifs, alors qu'en fait, il pouvait aussi permettre d'aider à piloter la consommation énergétique dans une période où les prix flambent et où tous les problèmes qu'on connaît sont plus que jamais d'actualité. Ça nous a paru opportun de développer cette thématique-là. Alors, on n'aura pas les énergéticiens aujourd'hui, on les excuse, ils n'ont pas pu se rendre disponibles. Pour autant, on aura quand même pas mal d'acteurs très intéressants pour discuter de ce sujet-là et selon différents prismes. Évidemment, celui des personnes éloignées du numérique, puisqu'on aura l'intervenant des PIMS Médiation sur un programme particulier qu'ils ont fait sur l'accompagnement justement aux questions énergétiques de ces personnes éloignées socialement et numériquement, disons, mais aussi deux intervenants de la DINUM pour prendre un peu de hauteur et mettre tout ça en perspective de plans qui se mettent en place côté État sur les questions de sobriété énergétique, autant dans la conception des solutions numériques et pour tous les publics, que ce soit les collectivités, les administrations, mais aussi les entreprises, parce que c'est des plans très larges. Donc l'idée sera d'explorer tout ça. Je sais que vous êtes nombreux en ligne aujourd'hui et j'avais promis de les saluer. Donc, j'ai découvert il y a peu de temps que les équipes de la Réunion étaient particulièrement friandes de ce programme-là. Donc, je sais qu'elles nous suivent aujourd'hui. Et voilà, donc je les remercie de participer. Je vous remercie à toutes et tous d'être là avec nous. Euh, Parlons Action numérique pour cette dernière édition. Merci beaucoup Guilhem. Donc on va entrer dans le vif du sujet. Malgré tout, avant ça, un petit mot pour vous rappeler le principe de ces rencontres qui se passent et désormais en partie en présentiel, mais également toujours à distance et en donnant la possibilité à tout un chacun de suivre ces rencontres à distance grâce au site Livestorm. Vous pouvez, au-delà de suivre nos débats, poser des questions à tout moment dans l'onglet questions. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole derrière votre écran, à interpeller les intervenants autour de cette table ou à donner votre point de vue et un éclairage intéressant sur la question qui nous intéresse ce matin, c'est-à-dire, pour rappel, la question de la sobriété énergétique en regard de notre problématique habituelle de l'inclusion numérique. Donc, chaque participant peut poser une question. Chaque participant peut aussi voter
pour les questions qui l'intéressent, ce qui permet de faire remonter les questions en question. Les questions en question, voilà. Et je les poserai, je me ferai votre porte-parole pour les poser à nos invités. Voilà, s'il n'y a pas de questions dans la salle sur le fonctionnement, pour commencer, nous allons nous lancer. Monsieur Chazot, est-ce que je peux vous demander de nous rejoindre sur cette petite scène du tank? Voilà, merci beaucoup. Alors, autour de cette table, ce matin, nous accueillons deux personnes de la DINUM, Olivier Joviado et Marine Boudot, qui, qui vont échanger avec nous sur la façon dont l'État réfléchit à la transformation énergétique de notre société en s'appuyant sur le numérique. Je le dis un peu globalement, vous corrigerez ensuite. Et donc Olivier Joviado et Marine Boudot. Et nous accueillons aussi Jérémy Chazot, qui est le directeur du GLEAM PIMS Médiation, qui est donc un acteur de médiation numérique établi en Mayenne et dans la Sarthe. Et Jérémy nous présentera des actions concrètes de médiation numérique en lien avec la question énergétique. Olivier, Olivier Joviado, vous avez la lourde tâche d'entamer cette matinée de réflexion. Je vous laisse donc la parole pour un petit exposé de présentation de notre problématique, histoire de poser les bases de notre discussion ensuite. Merci beaucoup aux personnes présentes ici et aux personnes en ligne. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour Marine et moi de participer à cette table ronde. Effectivement, lourde tâche de présenter les éléments de contexte. Je vais essayer d'être le plus précis. Alors, sur le sujet de la sobriété énergétique, je vais partir des choses dont vous avez entendu parler dans l'actualité ces dernières semaines et je redescendrai sur la granularité qui est la mienne, c'est-à-dire le copilotage de la mission interministérielle numérique éco-responsable à la DINUM. Alors peut-être pour ceux qui ne le savent pas, la direction interministérielle du numérique est un service du Premier ministre avec un copilotage du ministère de la Transformation et de la transformation publique, de la fonction publique. Et donc, on copilote avec le ministère de la Transition écologique cette mission sur le numérique éco-responsable dont je reparlerai tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez vu le 6 octobre dernier, Madame la Première ministre a officialisé le plan sobriété énergétique de l'État, plan sur lequel nous avons travaillé avec de nombreux acteurs de l'État et qui est un plan qui s'inscrit dans la réduction de 10% dès 2023 de l'énergie pour l'État français. Alors, il y a une partie numérique qui a été intégrée dans ce plan sobriété. C'est extrêmement important de le dire parce que généralement sur d'autres plans, les années précédentes, la partie numérique n'était pas intégrée. Je ne vais pas revenir sur tous les chiffres que vous connaissez de l'empreinte du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre. Vous pouvez retrouver tous ces chiffres-là dans de nombreuses publications. Donc je voulais insister sur ce plan sobriété énergétique qui est l'objectif de cette table ronde aujourd'hui. Donc il y a eu 3 mesures sur le numérique qui ont été mises en avant. Les 3 mesures sont les suivantes. Il y a une mesure sur les éco-gestes individuels, comment on peut aider les agents publics. Le périmètre concerne plusieurs millions d'agents publics et 190 000 bâtiments publics. Donc comment on peut, avec des éco-gestes individuels, participer à ce plan de réduction. Donc, on pourra détailler, bien entendu, lors de la table ronde si vous avez des questions. Et comment on fait pour accompagner dans le thème d'aujourd'hui et ne pas laisser sur le bord du chemin des personnes qui seraient éloignées du numérique. Donc, comment on les accompagne, quels sont les outils qu'on met à leur disposition pour réaliser ces objectifs. Le deuxième point qui a été mis dans ce plan sobriété, c'est l'optimisation des data centres.
Voilà. Comment on fait justement par rapport au PUE, le Power Business Efficiency et le Water UE pour réduire efficacement l'énergie dans les data centers. Et le troisième point qui a été mis, c'est la réduction du nombre d'équipements présents dans la sphère publique. Pourquoi? Parce que s'il y a vraiment quelque chose que je souhaite marteler aujourd'hui, c'est que l'impact maximal, il est sur l'allongement de la durée de vie des équipements. L'allongement de la durée de vie des équipements et son corollaire, qui est une meilleure gestion de la fin de vie des équipements, c'est ce qui va représenter à peu près plus de 80% des impacts du numérique. Donc, si l'État est efficace sur ce point d'allongement de durée de vie et de meilleure gestion de fin de vie, alors on aura un impact considérable sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Alors, ces derniers mois et ces dernières années, de nombreuses initiatives ont été lancées dans le contexte de l'État sur ce sujet. Et donc, pour essayer de vous le schématiser et le rendre le plus simple possible, il faut que vous reteniez qu'a été lancé en août 2022, donc très récemment, le secrétariat général à la planification écologique, qui est un service du Premier ministre. Et ce secrétariat à la planification, secrétariat général à la planification écologique a pour objectif de coordonner l'intégralité des feuilles de route sur le sujet, c'est-à-dire qu'il s'agisse des sujets d'adaptation que l'État devra mettre en place, des sujets de biodiversité, de climat, de ressources. Donc il y a énormément de feuilles de route ces derniers mois qui ont été publiées, et donc le SGPE doit les coordonner. Donc vous, si jamais vous voulez, on rentrera dans les détails de chacun des thématiques. Et une des thématiques traitées par le SGPE est notamment le numérique responsable. Ensuite, il y a au niveau interministériel, si on descend d'un étage, il y a toutes les initiatives portées par le Commissariat général au développement durable. Le plan sobriété dont j'ai parlé, qui a été publié le 6 octobre dernier. Il y a également ce qu'on appelle l'acronyme SNBC, la stratégie nationale bas carbone, qui est suivie par le CGDD, avec la loi qui a été passée l'année dernière, la loi climat et résilience, et son article 301 sur la décarbonation de l'État. Donc il y a 3 lois pour poser le contexte, 3 lois essentielles à retenir sur le sujet du numérique responsable. Il y a la loi AGEC, qui a été publiée en février 2020, une loi très structurante, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui est aujourd'hui, il doit y avoir à peu près, sans rentrer dans les détails de légistique, mais il doit y avoir à peu près 35 décrets d'application de cette loi, et on pourra revenir spécifiquement sur certains de ces décrets d'application ou de ces articles, comme l'article 28 sur la réduction de l'énergie des data centers, tout ça. Bon, voilà, la loi AGEC. Deuxième loi extrêmement structurante pour participer à la réduction énergétique, c'est la loi REN, la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, loi sur laquelle on a travaillé, qui a été publiée en novembre et en décembre 2021, avec là aussi des articles et des décrets d'application extrêmement structurants, comme par exemple celui sur l'article 16 de l'éco-conception de services numériques, et je pense qu'on rentrera plus précisément dans ce point-là par rapport aux problématiques d'inclusion. Quels sont les points à regarder pour que nos services soient le plus inclusifs possible. Il y a également d'autres articles comme ceux qui favorisent la gestion de la fin de vie, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, l'importance de mieux gérer la fin de vie, qui est un gisement d'emploi et d'inclusion extrêmement fort, parce que pour l'instant, c'est vraiment au stade embryonnaire. Donc, deuxième loi, la loi réduction de l'empreinte environnementale du numérique, et on pourra en reparler. Et troisième loi, la loi climat et résilience, avec la stratégie décarbonation de l'État. Donc ça, c'était pour poser le contexte, on va dire, le plus macro possible. Nous, côté direction interministérielle du numérique, on pilote la mission interministérielle du numérique responsable. Dans cette mission qu'on copilote avec le ministère de la Transition écologique, il y a énormément de parties prenantes qu'il faut que je remercie et qu'il faut que je cite, parce que c'est en termes d'inclusion, c'est important de montrer que l'État ne part pas tout seul sur ces sujets, mais a pris justement le choix d'avoir un processus exemplaire dans la constitution des ateliers et des livrables qui sortent de cette mission. Donc il y a tous les partenaires publics et les secrétaires généraux ont nommé pour chaque ministère un correspondant numérique responsable. Il y a toutes les administrations à vocation interministérielle, que ce soit l'ADEME, bien entendu, on pourra parler de chiffres avec l'ADEME,
l'ANSSI pour les questions de sécurité, notamment de reconditionner. On pourra en parler si vous avez des questions. Bien entendu, on est à votre disposition. Il y a toutes les organisations interministérielles comme l'ANCT pour les collectivités territoriales, la direction des achats de l'État pour toutes les problématiques achats et fabrication par rapport au point 1 que je parlais tout à l'heure. Donc, toutes ces administrations, je dois en oublier, je m'en excuse, mais qui travaillent avec nous. Il y a également toutes les autorités administratives indépendantes sur la protection des données, comme la CNIL, sur les communications, comme l'ARCEP, avec lesquelles on travaille sur de nombreux livrables. Et il y a également le monde associatif, que ce soit l'Institut du numérique responsable, Alta l'obsolescence programmée, The Shift Project. Donc, c'est pour montrer qu'on n'a pas eu cette vision descendante où l'État travaille dans son coin et ne rassemble pas les acteurs. Il y a également des acteurs privés qui participent à chacun de nos ateliers. Et j'en terminerai par là. On a des ateliers et des livrables associés sur 6 thématiques. La thématique de la mesure, la thématique de l'éco-conception, la thématique des achats, la thématique de l'outillage, et on pourra parler quels sont les outils qu'on peut mettre à disposition pour justement aller vers une meilleure réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Une thématique sur la sensibilisation, où là encore, c'est extrêmement important pour accompagner les personnes d'avoir une sensibilisation, et on pourra détailler en fonction de vos questions. Et le dernier chantier, qui est le chantier de la gestion des D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques, où là, sur chaque chantier, on a des livrables associés. Le dernier qui a été publié la semaine dernière, c'est le référentiel général d'éco-conception, sur lequel on a travaillé aussi avec les équipes de marine, bien entendu, puisque dans le numérique responsable, l'accessibilité et la sobriété vont de pair. Voilà. Donc, c'était pour vous poser le cadre, et on rentrera en fonction de vos questions sur chacun de ces points. Merci, merci beaucoup Olivier. Vous venez de dire les 2 mots importants, effectivement, qui nous occupent aujourd'hui. C'est accessibilité, enfin, et réfléchir à la façon dont les outils numériques. Alors, vous nous avez brossé le portrait de l'empreinte numérique, de l'empreinte écologique du numérique, et la façon dont l'État, dans ses différentes administrations, réfléchit à cette problématique et essaye d'insuffler, d'impulser des dynamiques pour que nous tous et toutes parvenions à réduire cette empreinte écologique du numérique. Se pose aussi la question des outils numériques qui ont été pensés, mis en place, qui sont pensés et mis en place pour une réduction plus globale de la consommation énergétique. Et c'est à ces outils que l'on songe quand on parle d'inclusion numérique. Comment faire pour que ces outils soient accessibles à toutes et à tous. Il y a une affaire de conception de ces services et de ces outils. Je vais vous laisser la parole, Marine, pour nous dire en quoi une éco-conception est aussi une conception inclusive. Quels sont les liens que l'on peut faire entre une conception qui mette l'écologique au cœur du design et de la réflexion sur le design de ces services et de ces outils, et la façon dont ça se rapproche de l'inclusion, de la question de l'inclusion et de l'accessibilité pour toutes et tous. Je m'aperçois quand même que je n'ai pas dit un petit mot pour me présenter. Alors, c'est pas du tout pour pour empiéter sur le temps de parole de nos invités, mais je voulais quand même dire que j'interviens aujourd'hui en tant que rédactrice en chef adjointe d'un magazine qui s'appelle Chute, qui est partenaire de la Mennum pour ces rencontres Parlons In depuis le début. Chute est un trimestriel papier dont l'objectif est de réfléchir, de s'arrêter pour réfléchir à la façon dont les outils et les applications numériques ont un impact sur nos vies. Et la question de l'empreinte écologique du numérique est une question que nous avons abordée à nombreuses reprises dans le magazine. Nous y avons consacré un numéro entier pour notre 4e numéro, si je ne dis pas de bêtises. Et puis en juin dernier, nous avons aussi
concocté tout un magazine consacré à la question énergétique. Donc, j'y renvoie et les auditeurs, auditrices d'aujourd'hui, si vous voulez compléter cette réflexion. Voilà, pour le petit moment, pour vous dire d'où je parle. Mais donc, Marine Boudot, je voulais vous demander de nous expliquer en quoi cette éco-conception est nécessairement liée à la question de l'accessibilité des services et de l'inclusion numérique. Merci Sylvie, merci à tous et merci à la Manum aussi pour cette invitation. Merci à Olivier pour ton introduction très très complète. Merci. Alors donc Marine Boudot, je travaille donc aussi à la direction interministérielle du numérique. Je suis responsable d'un pôle qui s'appelle le pôle Design Gouv, dont la mission principale est d'accompagner tous les ministères, les producteurs de services publics numériques, à mieux concevoir leurs services et produits numériques. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit mieux concevoir ? Créer des services, des démarches administratives numériques qui soient des plus accessibles, des plus humaines, des plus compréhensibles, parce qu'en fait, on ne doit pas avoir un diplôme en langage administratif pour pouvoir accéder à un droit. Donc, voilà, notre équipe Design Gouv suit notamment les 250 services publics numériques les plus utilisés par les Françaises et les Français. Et tous les 3 mois, on rend compte de l'avancée, de leur qualité, de leur simplicité, de leur accessibilité. Et tout ça, c'est évidemment disponible de manière transparente sur Internet à observatoire.numérique.gouv.fr. Vous pouvez consulter toutes ces données qui sont aussi disponibles sur le site data.gouv.fr. Au-delà de cette analyse, en fait, et de rendre compte de l'amélioration de la qualité de ces services, on accompagne aussi ces ministères et on peut voilà, les renforcer avec des ressources. Parce qu'en fait, comment est-ce qu'on doit et on peut rendre le numérique de l'État plus qualitatif ? Et c'est simplement en recrutant davantage de compétences au sein de l'État, en se renforçant, en développeurs, développeuses, designers, experts accessibilité, experts aussi en recherche utilisateur, et je rentrerai un peu dans ces détails plus tard. Donc voilà, une petite équipe très rapidement donc qui est là pour en gros rendre le numérique de l'État un peu meilleur. Et donc Sylvie, pour rentrer donc dans la question du jour, sobriété et inclusion, et quelle est aussi la part de, le rapport entre, non, c'était plutôt ça votre question, entre éco-conception et accessibilité. On va commencer par ça. Qu'est-ce que rendre des services plus accessibles ? Alors quand on parle, pardon, je vais peut-être une définition. Quand on parle d'accessibilité numérique, petite parenthèse, on parle d'accessibilité aux personnes notamment en situation de handicap. C'est 12 millions de personnes en France. Donc, par exemple, une personne aveugle doit aussi pouvoir naviguer le web, accéder à ses services bancaires, à des démarches administratives, etc., etc. Et donc, comment concevoir des services accessibles aux personnes en situation de handicap ? Simplement rendre un service conforme au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, qui est un référentiel que mon équipe pilote, qui contient 106 critères qui permettent de tester qu'un site internet, qu'une démarche administrative est bien conforme à ces 106 critères. Donc dans ces critères, je vais donner des petits exemples quand même pour rendre la chose un peu concrète. C'est vous êtes sur un formulaire, il y a un bouton en bas de la page peut-être, et le bouton dit continuer. Alors vous, peut-être vous voyez, mais une personne par exemple aveugle ne va pas voir la page et va utiliser un outil de voice-over, c'est-à-dire qui va en gros lire ce qui se passe sur la page. Mais si ce bouton, il n'est pas dans le code labellisé, par exemple continuer ou passer à la page suivante, la personne peut potentiellement voir qu'il y a un bouton, mais ne pas savoir ce qu'il y a derrière ce bouton. Ce qui est quand même un peu effrayant. Donc c'est un exemple de ce que c'est que l'accessibilité numérique. C'est en réalité, ce sont de bonnes pratiques de développement web. Si on est entouré de développeurs et de développeuses qui sont compétents, des bons artisans et artisanes du web, ils se doivent de labelliser leurs boutons, bien architecturer les pages, etc., etc.
Et donc, pour revenir encore une fois à quel est le lien entre éco-conception et accessibilité numérique, accessibilité numérique, c'est donc bien concevoir du numérique, un numérique qui est bien codé, mais c'est aussi simplifier les parcours. Simplifier les parcours, accéder d'un point A à un point B de manière plus fluide, plus simple, moins de texte sur la page, moins de choses. En gros, c'est faire moins, mais mieux. Et ça, c'est vraiment... Alors, et en faisant moins et mieux, on rend plus facile la maintenance d'un service sur le long terme, puisqu'on simplifie drastiquement un objet, mais qu'il soit numérique ou autre d'ailleurs. Et en ça, eh bien, on le rend plus facilement adaptable aux plus vieux équipements. On réduit donc les coûts, la taille de l'équipe, le coût de ce qu'on peut appeler le run. Et je vais prendre un exemple concret d'un logiciel que vous connaissez sans doute, un logiciel de tableur très connu, dont je ne nommerai pas... Pardon? J'imagine que vous l'avez tous utilisé un jour, mais je vais tenter d'imaginer que vous n'avez sans doute pas utilisé 100% des fonctionnalités de ce, que peut-être uniquement 5 à 20% des fonctionnalités vous ont été utiles. Et donc, quand on conçoit des produits numériques, et des choses en fait dans le monde, quand on produit tout un tas de choses autour de nous, on doit vraiment se poser la question de quelle est cette part de 20% qui est vraiment, vraiment nécessaire à toutes et tous. Et alors, et comment est-ce qu'on sait ce qui est nécessaire? Eh ben, c'est simple, il faut aller parler aux gens, il faut aller faire ce qu'on appelle de la recherche utilisateur. Donc, et c'est vrai aussi pour les politiques publiques. Hein. Donc, voilà, tout ça, c'est vraiment applicable dans la vie de tous les jours. C'est vrai aussi que quand vous imaginez un repas pour votre famille ou pour des amis, voilà, est-ce que se poser la question de à qui je m'adresse, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour simplifier leur vie, pour leur permettre, encore une fois, d'aller du point A au point B, qu'est-ce qu'on essaye de faire pour eux. Et du coup, donc, ça, c'est ce qu'on appelle de la recherche utilisateur. Et puis aussi, on peut faire des tests d'utilisabilité qui permettent encore de simplifier, de faire moins, etc. etc. Et donc, voilà, pour moi, le lien entre éco-conception et accessibilité, c'est simplement se poser les questions de ce qui est vraiment nécessaire, vraiment essentiel sur notre planète, dans un service, dans une expérience, et essayer constamment d'enlever, de faire moins. Et ça, c'est voilà, l'humain a tendance à aller un peu à l'encontre de ça. Donc, il faut lutter un peu contre notre humanité, en quelque sorte. Il faut lutter contre le biais de l'être humain de vouloir toujours faire plus, parce que pour mettre en œuvre son intelligence, je vais tout de suite vous donner la parole, Olivier, mais ce que vous disiez, Marine, c'est à mon sens vraiment la définition de la sobriété. Quand on nous engage tous, quand on doit tous et toutes s'engager dans une démarche de sobriété, la sobriété, c'est faire moins en faisant mieux. Donc, je trouve que vous avez complètement résumé le point. Jérémy, vos équipes, elles vont parler avec des vrais gens, justement. Olivier, je vous donne la parole après, mais pour rebondir sur ce que Marine disait en disant il faut aller écouter ce que disent les utilisateurs, vos équipes, elles vont effectivement, c'est leur job, à la rencontre des utilisateurs pour les accompagner vers un usage, vers leurs usages du numérique. De quelle façon, en tant qu'acteur de l'inclusion numérique, comment vous faites le lien entre la nécessité d'une sobriété dans nos usages numériques, la nécessité d'une sobriété dans notre consommation énergétique au sens large, et la façon dont on peut sensibiliser les populations les plus éloignées du numérique? Oui, bonjour. Merci de m'avoir convié déjà. Je me présente rapidement. Donc, Jérémy Chazot, directeur du GLEAM PIMS Médiation Mayenne-Sarthe. Et je vais, à travers mes propos, tenter aussi de représenter l'ensemble du réseau national des PIMS, qui est composé de plus de 35 structures sur le territoire. Et toutes ces structures œuvrent effectivement sur ces deux thématiques, la lutte contre la précarité énergétique et l'inclusion numérique.
Effectivement, nous avons un statut associatif, 24 salariés à temps plein. Et donc, nous avons des médiateurs sociaux qui, effectivement, dans leur quotidien, vont au contact des populations. Et pour résumer, quel que soit le sujet que l'on peut être amené à traiter, on a un seul et même objectif, c'est mettre un être humain en face d'un être humain. Voilà. La première chose, c'est déjà créer du lien social. Et la création de ce lien va permettre effectivement la création d'une relation de confiance qui va permettre d'aborder des sujets qui ne sont pas du tout évidents à aborder. Et la précarité énergétique d'un foyer ou l'exclusion numérique d'un usager ne sont pas des choses évidentes à évoquer. On y reviendra, hein, mais il y a très souvent un sentiment de honte de sa situation, un sentiment de culpabilité, d'échec, etc. Donc, ce ne sont pas des sujets très évidents pour les médiateurs. Effectivement, nous menons, depuis près de 3 ans maintenant, une stratégie globale qu'on a baptisée en fait de manière très claire et très précise. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux. On mène des actions, voilà, on les a nommées, c'est l'inclusion numérique au service de la lutte contre la précarité énergétique. Voilà, je pense qu'on essaie d'être le plus clair possible. C'est clair. Exactement. Tout a commencé il y a à peu près 3 ans, en partenariat avec Enedis, qui est un partenaire historique de l'association et plus généralement du réseau national PIMS. Enedis nous a sollicité pour nous dire bon, bah, c'est super, on a presque fini le déploiement de nos compteurs Linky. Maintenant, on peut dire aux Français vous pouvez suivre vos consommations en ligne. Super, impeccable. Nous, très proches des populations, c'est ce que nous avons fait. Et évidemment, très vite, on a eu un boomerang, un retour, qui nous a dit bah ouais, c'est très bien, sauf que je ne sais pas comment faire, je ne suis pas outillé, ou je suis outillé, mais je n'ai pas de connexion parce que ça coûte cher, etc. etc. Voilà. Donc, il a fallu que nous, acteurs de terrain, on puisse développer des actions qui permettent à chacun de ne pas se sentir sur la touche, voilà, de ce sujet-là. Et que ce n'est pas parce qu'on a une faille, une lacune ou un manque de matériel à la maison qu'on n'a pas le droit de connaître sa consommation d'énergie au sein de son logement et surtout de la suivre et d'y être attentif. Donc, on a développé, on va dire, 3 choses. La première chose, la plus simple, c'est déjà d'expliquer et de présenter aux populations ce qui existait déjà sur le territoire. Et il existe dans beaucoup de villes, de communes, de départements, des espaces numériques, des tiers-lieux, des maisons de quartier, des centres sociaux, où effectivement la population peut venir très librement utiliser un outil numérique. Être en contact avec un animateur, un médiateur numérique, peu importe le statut, mais être en contact avec un professionnel qui peut l'accompagner dans ses démarches. Bon, ça, c'était la première chose. On l'a fait, ça a plutôt bien fonctionné, mais on pouvait encore aller plus loin. On s'est aperçu qu'il y a des gens, on avait beau les orienter, ils n'y allaient pas. Ils n'y allaient pas, pourquoi? Parce qu'effectivement, ils ne fréquentaient pas habituellement ces lieux-là, et comme je le disais au préalable, exposer sa situation de précaire du numérique ou de précarité énergétique à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas évident. Nous, on a la chance, ça fait près de 27 ans qu'on est présent sur la Mayenne, donc les populations nous connaissent. Donc, avec Enedis et la collectivité, on a fait le choix de proposer des rendez-vous d'inclusion numérique, mais à domicile. À domicile, pourquoi? Lorsqu'on dit aux gens, allez dans un tiers-lieu, allez en maison de quartier, etc., certains y vont, toujours une part de la population qui n'y va pas. J'ai honte d'y aller, j'ai pas confiance, je ne connais pas, on va se moquer de moi parce que je n'ai jamais touché un clavier, une souris, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, pour les rassurer, nous, on va faire des rendez-vous inclusion numérique à domicile. Les personnes nous contactent et sous 24 à 48 heures, on se déplace chez elles. Mais on explique bien que l'idée, pour résumer, c'est un one-shot. On ne devient pas le prestataire numérique. Il y a des gens, c'est leur travail de faire ça. On ne va pas prendre leur place. Nous, l'idée, c'est créer du lien. On sait très bien qu'on ne va pas, pour reprendre l'exemple du tableur très célèbre, c'est pas en une fois un rendez-vous de 2 heures qu'on va apprendre aux gens à devenir autonomes. C'est pas possible. Mais notre objectif, c'est surtout de donner confiance aux gens en leur potentiel d'accessibilité à ces outils numériques. Voilà, c'est surtout ça. Alors dire,
vous pouvez y arriver. Je vais vous montrer les bases. Voilà, on donne de la confiance et s'il le faut, on accompagne physiquement la personne vers le lieu ouvert au public, le plus proche de chez elle, et on fait le relais avec un animateur, un conseiller numérique, un autre médiateur ou autre. On a fait ça pendant près de 2 ans et en 2 ans, ce sont plus de 300 personnes qu'on a accompagnées comme ça à leur domicile. Mais il nous manquait encore quelque chose. Il y a encore, voilà, on trouvait qu'on n'allait pas encore assez loin dans la démarche. Et donc, on a intégré en fait un appel à projet national qui s'appelle Outiller la médiation numérique, qui est porté par l'ANCT. Et 4 villes, enfin initialement 3 villes en France avaient été retenues pour cet appel à projet, Rennes, Bordeaux, Marseille. Et je sais pas, il y a quelqu'un qui s'est quand même dit, tiens, à Laval, au Gléam, il faut quand même des choses intéressantes sur le numérique, on va les intégrer à ce projet. Donc, on a été mis dans la boucle. Et l'objectif, c'est de déployer des outils de mobilité douce pour aller vers les publics et travailler le sujet du numérique. Et donc, depuis 2 semaines maintenant, nous avons reçu notre outil. Je vous inviterai à aller sur le compte Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, ce que vous voulez, de notre association. Et vous verrez une très belle photo de notre triporteur, un triporteur numérique qu'on a baptisé Panda, point d'accompagnement numérique aux démarches administratives. C'est un petit peu recherché, mais c'est issu du réseau, ça marche, et c'est issu du réseau national PIMS. Et l'idée, c'est à travers notre triporteur de sillonner les quartiers de la ville. Il faut imaginer un petit peu le côté marchand de glace qui débarque dans les lotissements, ils klaxonnent, les enfants courent acheter leur glace, etc. Bon, l'idée, de manière vraiment très ludique et innovante, c'est de reproduire ce schéma-là sur les quartiers. Et dans notre triporteur, il y a tout un espace de rangement. Il y a un petit émetteur Wi-Fi, on sort table, tabouret, un petit thermos, jus de fruits, etc. Et l'idée, c'est de se mettre au pied des tours, se mettre sur la place publique, devant les maisons de quartier, à la sortie des écoles, etc. Et de pouvoir parler inclusion numérique de manière ludique, de manière spontanée et sans cataloguer des publics qui se disent je suis venu à toi parce que tu es catalogué comme précaire. Voilà. Et l'idée, c'est plutôt l'inverse. C'est les publics qui viennent à nous, parce qu'au final, quand on réfléchit bien, on est un peu tous précaires du numérique, parce que très vite, du jour au lendemain, on peut très vite être dépassé par un nouvel outil qui évolue, etc. Donc, ça peut tous nous arriver à un moment donné. Voilà. Je pourrais rentrer peut-être par la suite un peu plus dans la démarche. Oui, je vous remercie, Jérémy. Olivier, je vous ai empêché de réagir à ce que Marine vous disait tout à l'heure, mais je vous relaisse la parole. Et ensuite, je vous propose, même si ça nous permettra d'entrer peut-être dans le détail des dispositifs, effectivement, mais on a pas mal de questions. Et donc, pour poursuivre notre conversation, je vous proposerai d'ores et déjà nous fonder nous baser sur les questions de nos téléspectateurs étrices et ainsi que dans la salle. Mais Olivier, je vous laisse merci. parler. Aucun sujet pour moi. Déjà, merci Jérémy pour le sens donné à ces acronymes, puisque l'administration est tout le temps friande d'acronymes qui n'ont pas tout le temps autant de sens que celui que vous avez donné à Panda. Donc ça, merci. C'est un très bel acronyme. Non, c'était juste quelques explications complémentaires par rapport à ce qu'a dit Marine. Juste pour dire que le travail que fait le pôle de Marine Design Gouv est extrêmement intéressant et inspirant. Ça, c'est un vrai point. Et donc, elle a cité le RG2A, c'est un document clé. Comme je vous l'ai dit, nous, on a lancé un autre référentiel qui est complémentaire, et justement, c'est ces points-là sur lesquels je voulais insister, le référentiel général d'éco-conception de services numériques, pour répondre très précisément à la question de la sobriété. Juste pour vous dire aussi également que sur écoresponsable.numérique.gouv.fr, vous retrouvez l'intégralité des livrables de la mission. Tout est en licence ouverte, c'est-à-dire tout est réutilisable par n'importe quelle personne et tout est gratuit. Et on pousse des outils libres et open source, c'est extrêmement important. Et on a déjà sorti des outils libres. Il y en a d'autres qui vont sortir dans les prochaines semaines. Et donc, pour répondre sur certains critères du référentiel général d'éco-conception de services numériques, il y a 2 points. Alors, ça répond peut-être pas forcément à l'accessibilité, mais je suis beaucoup moins expert que vous sur l'accessibilité, donc vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais c'est surtout sur l'inclusion.
L'idée, c'est par exemple, dans les critères à regarder, c'est, tu as parlé tout à l'heure de l'antériorité des matériaux, c'est-à-dire est-ce que le service numérique que je crée sera disponible sur des terminaux de plus de 5 ans? C'est extrêmement important parce que ça permet de faire en sorte qu'on ne soit pas obligé de courir vers de nouvelles technologies pour accéder aux services de l'État. On n'a pas besoin d'avoir la version 18 de ce terminal pour pouvoir accéder de manière fluide aux services de l'État. Donc, c'est un des critères, c'est ça, et ça lutte justement sur la question des terminaux. D'autres critères sont également, est-ce que le service numérique que je vais développer sera accessible dans des zones où les fréquences sont extrêmement faibles. Ça, on le voit par exemple avec le ministère des Armées, le ministère de l'Intérieur, qui sur des théâtres d'opération ont besoin d'avoir une connexion qui est extrêmement faible. Donc, si je fais un service numérique en ayant ce genre de problématique, eh bien forcément, les personnes qui sont dans des zones plus difficiles d'accès auront accès de manière fluide à mon service numérique, et c'est extrêmement important. Troisième point, puisque le RGESN, acronyme qui a moins de sens que Panda, mais qui veut dire ce qu'il est, ce référentiel porte aussi, en plus du RG2A, toutes les questions sur la sécurité, puisqu'on travaille avec l'ANSSI et d'autres structures. Là aussi, il faut bien voir il faut bien avoir en ligne que l'éco-conception, ça permet aussi de lutter efficacement sur les questions de cybercriminalité, et ça aussi, en termes d'inclusion, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a des systèmes d'information aujourd'hui qui sont assez obèses. La loi AGEC en parle et d'autres lois en parlent. Et donc, en fait, avoir cette approche éco-conçue des applications, des services numériques ou des systèmes d'information permet de réduire le nombre de points d'entrée que l'on a. Et on le voit, que ce soit les particuliers, les organisations publiques ou les organisations privées sont souvent attaqués. Et donc, en ayant cette approche rationnelle et où on limite le nombre de points d'entrée, on lutte efficacement sur les problématiques d'inclusion, et ça permet d'être efficace là-dessus. Mais on pourra y répondre. Voilà, c'était les points que je voulais. Merci Olivier. Vous allez compléter, Marine. J'ai une question pour vous posée sur le chat. Moi, j'avais une question pour Jérémy. Est-ce que j'ai le droit de poser une question aussi? Oui, bien sûr. Posez une question à Jérémy. Alors, j'avais une question parce que je me demandais si vous aviez invité Enedis à venir lors d'échanges avec un usager sur justement l'utilisation, l'accès à ces outils qui permettent de suivre sa consommation d'énergie. Pour justement, en fait, voilà, on est au cœur de comment, enfin, évidemment, on peut accompagner et on doit accompagner, et évidemment que 100% de la population ne sera jamais à l'aise avec le numérique, mais on doit aussi faire tout ce qu'on peut pour simplifier l'accès au numérique et penser à d'autres moyens d'accéder à certains outils, peut-être via SMS, via des technologies qui sont peut-être plus qui pénètrent davantage la population. Voilà, je me demandais. Est-ce que vous avez mis Enedis en situation, c'est ça, de voir comment les utilisateurs, utilisatrices se débrouillent? Alors nous personnellement, non, parce qu'il faut voir en fait effectivement ça d'une manière plus globale à l'échelle du national. Effectivement, Enedis a assuré ces 3 dernières années, là jusqu'en juin, la présidence du réseau national PIMS Médiation. Et effectivement, il y a eu un gros travail de proximité de fait avec l'ensemble des structures membres du réseau. Donc ça n'a pas été fait personnellement sur les territoires Mayenne-Sarthe, mais ça a été fait effectivement sur d'autres territoires. Et nous, on s'est appuyé effectivement sur ces échanges-là, Enedis également. Après, je crois qu'ils étaient peut-être conviés ce matin, ils n'ont pas pu se libérer. Je ne vais pas avoir la réponse en fait de comment Enedis va pouvoir analyser les données ou du moins les échanges qu'il y a eu avec la population sur peut-être l'amélioration de leurs outils. Ça, je pourrais pas y répondre. Mais effectivement, on parlait de Panda, et c'est vrai que nous, on regroupe les démarches administratives d'une manière générale, mais les démarches liées à l'énergie font partie aujourd'hui des démarches administratives. Choisir son fournisseur, ça se fait en ligne. Enregistrer son chèque énergie, ça se fait en ligne. Suivre sa conso, ça se fait en ligne. Donc c'est vrai qu'on intègre dedans. Il y a certainement encore beaucoup d'améliorations
à faire de la part des distributeurs et fournisseurs sur les outils qu'ils mettent à disposition. Mais il faut reconnaître qu'au moins ces outils existent. Ils s'améliorent quand même d'année en année. Nous qui les utilisons et qui tentons de les promouvoir, on constate, on remarque les évolutions et on n'a pas le choix parce qu'on se forme, j'ai envie de dire, quotidiennement à leur utilisation pour pouvoir reproduire derrière auprès des publics. Et on ne va pas se mentir également que le contexte actuel lié à l'énergie oblige fournisseurs et distributeurs à rendre toujours plus accessibles ces outils-là. Ouais. Peut-être qu'il faudrait se rapprocher d'Enedis ou du réseau national PIMS pour avoir une réponse peut-être encore un peu plus précise que la mienne. Merci Jérémy. Donc moi j'ai une question pour vous, Marine, posée sur le chat. C'est une question posée par Pascal Denis qui vous demande comment faire remonter les bugs que nous trouvons dans certains sites de démarches administratives. Est-ce que j'imagine que votre service est attentif à cette question. Alors est-ce qu'il existe un endroit où on peut faire ces réclamations? Absolument. Alors, il y a 2 moyens simples et accessibles à toutes et tous de faire remonter des problématiques, des bugs, comme on peut les appeler, dans des choses qui ne se passent pas comme elles doivent se passer sur des objets numériques. Vous l'avez sans doute, peut-être si vous avez par exemple réalisé votre déclaration de revenus cette année, à la fin de la démarche, on va vous poser la question de est-ce que ça s'est bien passé, moyen ou pas du tout bien. Et donc c'est un formulaire que vous pouvez remplir, qui est évidemment 100% accessible, et où vous pouvez faire remonter en effet un bug par exemple, ou alors exprimer que le langage était trop complexe, qu'on m'a demandé trop d'autres choses à remplir, etc., etc. Vous pouvez vraiment tout nous dire. Et en fait, on met à disposition des administrations, évidemment, ces retours utilisateurs et qui permettent en continu d'améliorer les démarches. Donc ça, c'est première méthode, c'est à la fin de la démarche. Mais évidemment, vous allez me dire, c'est pour les gens qui sont allés au bout de la démarche. Et donc, si vous êtes bloqué avant, en amont, il y a une autre plateforme qui a été lancée un peu plus tôt cette année, qui s'appelle Service Public Plus, qui a été lancée par une administration cousine, la Direction interministérielle de la transformation publique, et où là, vous pouvez, pareil, aller raconter votre périple, votre histoire, le bug en question, et je note, enfin, voilà, sur cette plateforme Service Public Plus, vous pouvez faire remonter des bugs numériques, mais aussi quelque chose qui a pu se passer dans une maison France Service, lors d'un échange avec un agent lors d'un échange avec tout agent de l'administration, et qui sera remonté au service. Donc voilà, on donne aussi au ministère, aux opérateurs de l'État, les outils pour avoir ces retours et itérer, améliorer leur service et améliorer aussi la relation qu'ils proposent, la relation entre l'administration, les agents et les citoyens. Et après, évidemment, il y a aussi beaucoup de personnes qui parfois font remonter des choses via des réseaux sociaux. Et donc, nous, évidemment, quand on voit ça, on fait remonter direct au service concerné. Oui, ça sert à quelque chose de râler sur Twitter. Oui, après, on ne doit évidemment pas, ça ne doit pas être le seul moyen, puisqu'on doit donner un moyen pour des citoyens de faire remonter des choses sans les obliger à s'inscrire sur un service privé. Évidemment. Voilà. Merci Marine pour cette réponse. Il n'y a pas nécessairement de lien avec la question. J'essaye de trouver un lien, mais c'est la question en tous les cas de la formation et de la façon dont on sensibilise les acteurs de l'inclusion numérique à cette question énergétique. Je ne sais pas. Peut-être, Jérémy, vous pouvez commencer à répondre et je ne sais pas si vous prendrez la suite donc ensuite, mais alors vous nous avez dit que dans l'ADN, comme on dit aujourd'hui, des PIMS, il y avait ce lien entre la lutte contre la précarité énergétique et l'accès au numérique. Mais est-ce que tous les médiateurs, au-delà évidemment de ceux de votre réseau, bénéficient d'une formation, d'une sensibilisation suffisante
aux questions de nécessaire sobriété énergétique. Est-ce que vous voyez, vous, en tant qu'acteur de l'inclusion numérique, cette question de la sobriété énergétique émerger et devenir un point d'attention particulier pour les personnes qui accompagnent les gens les plus éloignés du numérique? On voit qu'il y a une évolution, effectivement, à ce sujet-là. Pour être tout à fait transparent, je pense qu'on pourrait encore mieux faire, effectivement. Je pense qu'on n'aborde pas le sujet de manière optimale. Pour être un peu plus concret et parler de ce que je maîtrise vraiment, effectivement, nous, en interne, au sein de l'association, tous les médiateurs, effectivement, reçoivent une formation autour du numérique, une formation d'une 50aine d'heures. Et nous avons la chance d'avoir, effectivement, en interne également, de piloter un projet multipartenarial qui s'appelle Espace Éco, qui est en fait un appartement itinérant sur l'ensemble du département dédié aux éco-gestes à mettre en place au sein du logement. Et donc, le fait qu'on porte à la fois des projets autour du numérique, à la fois ce projet-là, nous permet très facilement de mettre les deux en lien. Et nous avons, il y a 1 an et demi maintenant, complété notre appartement itinérant d'un espace de formation dédié aux éco-gestes, dédié exclusivement aux professionnels. Voilà. Donc, c'est un espace de formation où, effectivement, nous recevons les professionnels des bailleurs sociaux du territoire, nous recevons les assistantes sociales, nous recevons des médiateurs, des conseillers numériques. Nous recevons, alors quand je dis professionnels, je peux aussi intégrer en fait des bénévoles, Secours populaire, Secours catholique, Emmaüs, épicerie sociale, épicerie solidaire, enfin voilà, tous les acteurs qui sont au contact des publics qui peuvent être potentiellement en situation de précarité numérique et ou énergétique. Et donc, le fait d'associer les deux, effectivement, ces deux projets nous permet de mettre en lien le numérique et la sobriété énergétique. Mais je pense que d'une manière beaucoup plus globale, sur l'ensemble du territoire, on pourrait trouver des leviers pour mieux articuler ces deux sujets-là. C'est Loïc Gervais qui nous posait cette question de l'autre côté de son écran, et il évoque les publications nombreuses existantes sur le sujet. Alors voilà, je me dis que peut-être l'un de vous deux, Olivier ou Marine, vous auriez des conseils, des références à donner, parce que, comme il le dit, les publications sont nombreuses, mêlant le bon grain et l'ivraie. Donc, est-ce que vous avez des références inattaquables sur le sujet? Bien sûr. Non, mais on essaye d'en construire avec les acteurs que j'ai cités. On s'appuie énormément sur les publications de l'ADEME, qui est un acteur incontournable sur toutes les questions de mesure. La mesure, qui est un des points clés que j'ai cité tout à l'heure. Par rapport à la sensibilisation et à la formation, c'est effectivement un autre chantier extrêmement important à investir. Le point que je voulais dire par rapport aussi à des questions d'inclusion, c'est qu'il y a beaucoup de ressources, effectivement, mais il y a beaucoup de ressources gratuites qui sont disponibles, et ça ne sert à rien des fois d'aller chercher des choses payantes, qu'il y a des choses gratuites de qualité qui sont mises en place sur les questions. Là, je vais parler spécifiquement du numérique responsable. Je ne parle pas de toutes les sensibilisations et formations sur les autres sujets de la sobriété énergétique, qui sont les gestions bâtimentaires, qui sont les gestions des fluides, les gestions de mobilité, qui sont dans le plan sobriété, mais je ne suis pas expert pour parler là-dessus. Sur la question du numérique responsable, il y a des outils en ligne, j'espère, le plus accessible possible. En tout cas, on a tout fait pour. On a des MOOC gratuits de l'Institut du numérique responsable sur lesquels on a travaillé, des formats courts, des formats longs. On a également des MOOC côté INRIA avec lesquels on a travaillé, pareil, sur la sensibilisation et la formation à ces sujets. On participe à Mission interministérielle numérique éco-responsable avec le pôle design de Marine qui fait des formations gratuites, et je te laisserai développer ce point-là, à des formations qui sont accessibles, disponibles sur la thématique. Il va y en avoir une bientôt sur l'éco-conception de services numériques.
qu'une personne de la mission Richard Hanna animera avec tes équipes marines. Donc voilà, il y a pas mal de ressources gratuites et une approche du numérique responsable, c'est déjà construire et s'engager avec tout ce qui est disponible. Et ça permet de ne pas laisser des gens qui seraient plus défavorisés ou plus précaires à l'écart de ces sujets. Absolument. Alors, pour parler d'abord, une formation, en fait, à mieux concevoir du numérique, qu'il soit éco-conçu, responsable, éthique, inclusif. En effet, rendez-vous sur design.numérique.gouv.fr dans la section formation et on offre en public, accessible à toutes et tous, des webinaires qui ont été diffusés et qui sont disponibles en rediffusion, qui sont d'ailleurs aussi disponibles avec une transcription en direct pour les personnes sourdes notamment, ou malentendantes. Donc, sur les sujets d'éco-conception, de simplification du langage, de design, de recherche utilisateur, d'accessibilité numérique, évidemment. On organise aussi des ateliers, et ça, c'est plus pour cibler les agents publics de l'État pour le moment, des ateliers en demi-journée ou en journée. D'ailleurs, on est quel jour? On en a un aujourd'hui, jeudi, qui autour de l'accessibilité numérique. La semaine prochaine, en effet, avec Richard Hanna sur l'éco-conception. Donc ça, voilà, on sent vraiment que les agents numériques sont en demande de ces ateliers, de ces moments pour monter en compétence sur ces sujets-là. Et il y a un autre sujet pour sortir un peu du numérique, parce qu'on parle de donc sobriété énergétique et de comment est-ce que nous, en tant que consommateurs ou en tant que citoyens, on peut réduire notre consommation. Et on l'a vu déjà en octobre, cette consommation par rapport à l'année dernière s'est réduite. Alors c'est sans doute aussi dû un peu aux températures, mais pas que. Hein. Donc cette prise de conscience, Non, je crois que les chiffres qui ont été donnés récemment, c'est des chiffres qui ont été… moins 10%. Oui, et qui sont corrigés de l'aléa climatique, de D'accord. l'aléa météorologique, pardon, plutôt. Donc voilà, on voit quand même qu'il y a une prise de conscience malgré cet éloignement parfois du numérique. Mais pour aller plus loin, c'est aussi comment est-ce qu'on donne envie à nous tous de s'impliquer dans cette transition énergétique et de cette sobriété énergétique. Et donc, je vais faire de la pub pour un organisme de formation qui ne forme pas à cette sensibilisation à la sobriété, mais qui forme des personnes pour qu'elles puissent se reconvertir dans cette sobriété énergétique. Donc, je vais parler de la Solive, qui est un organisme de formation donc, qui permet pour la rénovation des bâtiments et la rénovation énergétique, pour l'isolation, donc qui va former des personnes en reconversion. C'est un organisme de formation qui a été lancé il y a 1 an par Ariane Comorne. Et voilà, je vous invite à aller regarder ça et peut-être vous aussi, vous pouvez être acteur en fait de cette transition énergétique pendant vos journées. Voilà. Merci, merci beaucoup, Marine. Ça me permet de rebondir sur une question d'une personne qui regarde en ligne, qui est celle du dernier kilomètre et de l'accessibilité sur le territoire de ces accompagnants, de ces accompagnateurs. Et la personne qui pose la question en ligne prend en exemple MaPrimeRénov', le dispositif mis en place par l'État pour financer pour les particuliers la rénovation énergétique de leur logement. Est-ce que alors le réseau de conseillers MaPrimeRénov' est notamment bâti sur le réseau de l'habitat social, si je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas parce que, pour tout vous dire, je suis en train de faire un dossier MaPrimeRénov'. Donc voilà, je connais le sujet du côté utilisateur. Mais néanmoins, est-ce qu'il vous semble que l'accompagnement au plus proche des personnes concernées est suffisant? Jérémy, est-ce que vos agents, est-ce que les personnes qui travaillent avec vous vous remontent des questions sur MaPrimeRénov'? Est-ce que c'est un dispositif qui est connu des gens? C'est toujours compliqué de répondre à ce type de questions, parce que moi, je vais pouvoir effectivement parler des territoires sur lesquels on
on évolue. À l'échelle nationale, je ne vais pas forcément avoir la réponse. Il me semble quand même que MaPrimeRénov' est connu, du moins le terme est connu. Presque tout le monde l'a déjà au moins entendu à la télé, à la radio, on l'a lu quelque part. Après, voilà, qu'est-ce que ça concerne exactement? Je ne suis pas sûr que tout le monde le maîtrise. Ensuite, est-ce que nous, en tant que médiateur, on a beaucoup de demandes à ce sujet-là? On en a assez peu, à vrai dire. On en a assez peu tout simplement parce que le public concerné n'est peut-être pas notre public principal. Effectivement, nous avons un très fort Les partenariat. propriétaires, vous Voilà, voulez dire. exactement. On a un très fort partenariat avec les bailleurs sociaux, ce qui fait qu'on rencontre moins de propriétaires occupants. Toujours est-il qu'il existe de très bons opérateurs qui maîtrisent parfaitement le sujet. Je peux citer Solia, qu'on retrouve par exemple sur de nombreux départements, d'autres associations de proximité qui accompagnent les publics comme ça à la rédaction de leur dossier, du moins expliquer aussi quels sont les droits, voilà, des usagers à ce sujet-là. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je peux dire. Bon, très bien, Jérémy. Est-ce que vous, sur du côté administration, est-ce que vous avez l'impression que ça fait désormais partie de la culture de l'administration quand on met en place ce type de dispositif en installant en plus en face des sommes importantes de la part de l'État? Est-ce que vous avez l'impression, vous qui êtes au cœur de l'administration et qui réfléchissez à ces questions de design, que la question de l'accessibilité des dispositifs, de leur connaissance est suffisamment pris en compte par les fonctionnaires Ouais. qui réfléchissent à ces dispositifs? Alors, je pense que la connaissance du service MaPrimeRénov', voilà, les citoyens connaissent le service en général. L'enjeu avec MaPrimeRénov', c'est guider l'utilisateur sans le décourager au cours du processus jusqu'à l'obtention et surtout le guider sur le processus pour obtenir cette aide et rénover son habitat. Ne pas engager des travaux avant d'avoir obtenu la validation des dossiers, etc., etc. Et donc, bon, on ne va pas se mentir, sur MaPrimeRénov', il y a un vrai enjeu de simplification, d'accessibilité, voilà, j'ai moi-même accompagné mes parents sur le sujet et à la fin de la journée, je leur ai simplement dit d'appeler parce que je n'arrivais pas à moi-même démêler le sujet. Donc, voilà. Et Nous, vous n'avez pas tout de suite appelé vos collègues du ministère de la Transition alors, écologique je n'utilise pour pas. dire, bon, en Non. termes de design, là, les gars, Alors, c'est pas ça, quoi. Alors, je n'utilise pas mes enjeux personnels, voilà, mais évidemment, MaPrimeRénov', c'est une équipe du ministère de la Transition écologique. On travaille très très bien avec le ministère de la Transition écologique. On n'a pas encore eu cette chance de pouvoir se rapprocher de cette équipe et de collaborer, de co-construire, d'essayer ensemble de voir comment est-ce qu'on peut en effet rendre ce parcours plus simple. S'ils nous regardent, je leur dis, voilà, échangeons, travaillons ensemble. Voilà, on va sans doute renouveler notre appel du pied début 2023. Voilà, puisqu'on va avoir aussi de nouvelles ressources à leur proposer. Voilà. Alors, moi, j'ai une question pour Marine. Non, mais MaPrimeRénov', c'est dans le top 250 des démarches en ligne? Ok. Donc, c'est une des 250 démarches les plus utilisées en termes de volumétrie par les Français. Donc, si c'est dans une des 250 démarches, forcément, ça veut dire qu'elle est utilisée. Donc, voilà. Et le deuxième point que je veux dire, je n'ai pas utilisé, moi, MaPrimeRénov', mais je voulais parler d'un autre challenge qui est fait par le ministère de la Transition écologique, qui est le challenge d'une meilleure utilisation des bâtiments de l'État, qui est le challenge CUBE, qui est pour les 190 000 bâtiments publics, qu'ils soient scolaires, qu'ils soient culturels, qu'ils soient administratifs. Donc tous, autant qu'on est ici, on a fréquenté des bâtiments scolaires, administratifs ou culturels de l'État. Et donc il y a un challenge là-dessus sur cette meilleure utilisation qui s'appelle le challenge CUBE pour optimiser et réduire la consommation énergétique de ces bâtiments. Et donc, c'est comme MaPrimeRénov', les enjeux sont colossaux, les financements de l'État sur ces sujets sont colossaux aussi, et le retour sur investissement en termes d'économie d'énergie
attendues, il y a déjà des expérimentations qui ont été faites notamment en milieu scolaire, sont énormes. Oui, c'est un énorme enjeu. Pardon, et Marine, si je peux me allez-y. permettre de parler d'un sujet dont on n'a pas trop parlé, on termine à quelle heure? Alors, je voudrais qu'on coupe exactement à 10h25 D'accord. pour être très D'accord. précise. Je vais être courte. Très bien. Comment est-ce que, d'un point de vue des services de l'État, mais aussi des organismes qui accompagnent cette transition, comment est-ce qu'on peut être davantage dans la proactivité? Donc ça, cette proactivité, qu'est-ce que j'entends par là? C'est comment est-ce qu'on peut permettre l'accès à des simplifications, à des aides, à des objets, sans demander du travail de la part de l'usager, de l'utilisateur, du citoyen. Un exemple concret. Et c'est vrai que, je vous interromps une seconde, mais c'est vrai que MaPrimeRénov', alors je ne sais pas si c'est possible d'imaginer une simplification qui va dans ce sens-là, mais le travail demandé aux usagers, pour le coup, est colossal en termes oui, d'engagement administratif, quoi. Et donc, un exemple de ça, c'est le chèque énergie, par exemple, qui a été déployé et envoyé, transmis aux usagers concernés sans qu'il n'ait rien à faire. Et alors, évidemment, vous pourrez me dire, mais en fait, déjà, le design du document n'était pas top, on ne comprenait pas. Voilà. Il y a évidemment des choses à améliorer, mais en fait, c'est dans ce sens et en ce sens qu'il faut aller, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut pousser tout simplement, anticiper ce dont les usagers ont besoin, comment les accompagner. Donc ça, c'est tout l'enjeu du design. Si on prend aussi un autre exemple, la manière dont on peut faire des économies d'énergie quand on utilise, par exemple, selon notre contrat énergétique, la nuit pour faire, je ne sais pas, une machine à laver, par exemple. Voilà, là aussi, comment est-ce qu'on peut simplifier du côté de l'usager l'utilisation de ces outils, entre guillemets. Et voilà. Donc ça, c'est un vrai enjeu. L'administration, en tout cas au sein de l'administration, et on appelle ça l'administration proactive, c'est comment est-ce qu'on peut davantage anticiper. Évidemment, il y a le sujet de l'aide de la solidarité à la source. Et voilà, donc ça, et donc je pense que communément, la société peut avoir tendance à penser, ah mais non, l'État est là uniquement pour nous prendre des choses et jamais pour nous accompagner, nous aider, alors que voilà, on a des équipes qui vraiment travaillent d'arrache-pied sur ces sujets d'anticipation, de simplification. Et donc, il y a eu même une politique prioritaire du gouvernement depuis 2 semaines qui est portée par une personne au sein de la DINUM, Patrick Rochman, sur le sujet de la proactivité. Donc voilà, ça, il faut se dire, l'État essaye de faire vraiment C'est un chantier là-dessus. que l'État met en œuvre, et c'est vrai, quand on songe, alors je pense pas au dispositif dont on vient de parler, chèque énergie, MaPrimeRénov', etc., mais rien que quand on songe au taux de non-recours aux aides sociales, notamment aux allocations chômage, au RSA, etc., il y a un véritable sujet d'accessibilité. Olivier. Non, juste quelques éléments. Effectivement, la direction interministérielle du numérique a la responsabilité de l'exemplarité de l'État sur les sujets de numérique responsable. Donc, c'est une lourde tâche. Et je n'ai pas donné beaucoup de chiffres volontairement parce que ces chiffres-là sont tout le temps en cours de stabilisation du côté de l'ADEME, je le disais tout à l'heure. Mais on travaille sur des sujets comme, par exemple, on n'a pas parlé beaucoup au télétravail, c'est peut-être y aura des questions, mais quand il est possible de favoriser l'audio par rapport à la visioconférence, on sait que par exemple une audio est 9 fois moins consommatrice d'énergie, donc on va travailler on travaille puisqu'on sortira un outil courant du mois de janvier avec EcoWatt, justement sur l'optimisation en cas de pic de consommation. Donc il y a des chiffres qui sont connus, qui sont partagés et validés, comme justement l'audio 9 fois moins consommatrice que la visioconférence. Il y a également l'extinction des matériels plutôt que de les laisser en veille. Ça, ce sont des éco-gestes individuels, mais aussi des éco-gestes organisationnels. On travaille sur des bases pour 100 000 équipements, parce qu'on travaille à l'échelle de l'État, donc voilà, mais 100 000 équipements éteints permettent d'économiser 50 mégawattheures par jour. C'est déjà ça. Voilà. Et donc voilà, il y a toute une base de chiffres et de bons comportements à avoir pour lutter efficacement sur cette réduction d'empreinte environnementale.
Je vais me permettre de revenir sur deux petites choses très rapidement. Effectivement, a été mentionné le Challenge Cube pour illustrer un petit peu le dispositif dont je vous ai parlé tout à l'heure, le projet Espace Éco, nous intervient dans les collèges du Challenge Cube sur le département de la Mayenne. Alors effectivement, au-delà de le potentiel ou l'éventuelle rénovation du bâti, etc., il y a effectivement toute une démarche de fait autour de la consommation d'énergie au sein des établissements eux-mêmes. Et c'est vrai qu'au départ, le public cible était évidemment les collégiens, les élèves. Et très vite, en fait, tous les intervenants, les professionnels des collèges sont aussi intéressés au sujet parce qu'au final, ils y passent presque autant de temps que chez eux. Et donc, ils consomment autant d'énergie sur leur lieu de travail, au sein du collège, que chez eux. Donc, il y a vraiment cet effet émulation aussi et boule de neige. Quand on parle d'être proactif sur le numérique, il faut aussi être proactif sur la précarité énergétique. Et ensuite, on a parlé du chèque énergie. Bon, il faut savoir qu'effectivement, je crois que la première année, le chèque énergie avait été utilisé qu'à hauteur de 40% des bénéficiaires. Aujourd'hui, on est en moyenne, on est à presque 80%. Voilà, donc c'est très très bien. Mais il faut prendre aussi le chiffre à l'envers. Ça veut dire qu'il y a encore 20% de chèques qui ne sont pas utilisés. De personnes qui y ont droit et qui n'y ont pas accès. Effectivement, sachant qu'en plus, un deuxième chèque énergie va arriver prochainement et qui, cette fois-ci, ne concernera pas 6 millions de personnes, mais 12 millions de personnes. Oui, donc le défi est immense. Exactement. Alors, le temps passe trop vite. Je voudrais vraiment remercier toutes les personnes de l'autre côté de l'écran pour les questions qu'elles posent, mais également pour la richesse du chat, alors que, j'allais dire, apparemment, il n'y a plus de son, mais ça va quand même. Mais dont les échanges ont l'air très riches. Mais il ne faut pas oublier les personnes qui sont avec nous dans la salle. Et est-ce que quelqu'un voudrait poser une question à nos intervenants? Oui, monsieur. Alors, peut-être, oui, ce serait sans doute mieux, oui, pour que les personnes à distance nous entendent. Oui, est-ce qu'on m'entend bien? Parfait. Parfait. Merci, bonjour, je suis Corentin Voiseux, je suis le directeur général d'IPRA, qui est une structure qui est un opérateur de médiation numérique, du coup. Et j'avais un retour d'expérience à faire par rapport au lien qui a été établi entre l'accessibilité et la sobriété numérique, du coup, pour dire qu'aujourd'hui, ce lien, il n'a jamais été aussi fort, au sens où aujourd'hui, on a la possibilité de promouvoir des écosystèmes qui ont le double avantage d'être à la fois accessibles numériquement aux personnes en situation de handicap et d'être également plus sobres énergétiquement. Alors, de quoi on parle, ça a été évoqué un peu des logiciels libres. On parle notamment de durabilité d'équipements qui sont supérieurs à ce que propose évidemment le marché ordinaire, parce que vous savez qu'aujourd'hui, un ordinateur, il a une durée de vie comprise entre 4 et 5 ans, et il est globalement assuré sur une durée de 3 ans. Globalement, c'est vous dire un petit peu l'obsolescence programmée dans lequel on est progressivement rentré. Et on a la possibilité effectivement d'avoir dans cet écosystème-là le double avantage d'avoir accessibilité et sobriété. Maintenant, la question que j'avais, c'est que quand on regarde aujourd'hui les efforts de l'État en la matière, je pense notamment à ce qui a été fait dans le cadre de l'appel à projet outillé la médiation numérique, ce que l'on voit effectivement, ce sont des initiatives de ce point de vue-là qui ne convergent pas sur des standards, au sens où effectivement les arguments de ceux qui vont promouvoir d'autres écosystèmes, de dire oui, il n'y a pas de standard dans le logiciel libre, notamment du point de vue des distributions Linux qui peuvent être proposées au grand public ou notamment professionnels de la médiation numérique. Et donc ma question, et je la reformulerai si c'est nécessaire, c'est comment en fait avancer sur cette question des standards numériques du point de vue de ceux qui allient à la fois accessibilité et sobriété énergétique pour qu'on n'aille pas dans la déperdition d'initiatives et voilà. Bon, merci beaucoup. Alors, lequel d'entre vous, Olivier, voulez répondre? Marine, pardon. J'aurais peut-être voulu plus de détails sur la question parce que pour moi, ils existent ces standards.
Et d'ailleurs, ça me permet, donc pour moi, les standards, c'est ces référentiels qu'on utilise pour justement tester qu'un, alors si je prends le sujet de l'accessibilité, le RGAA, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. D'ailleurs, on a, petite parenthèse, l'équipe a lancé une nouvelle version qui est disponible à accessibilité.numérique.gouv.fr parce qu'on essaie de rendre voilà, l'accessibilité encore plus accessible, plus simple à comprendre, etc., etc. Donc pour moi, ces standards, ils existent. Donc peut-être que je n'ai pas bien compris la question et que vous souhaitez la reformuler. Et juste, il y a également aussi un outil, tu n'as pas parlé d'ARA. Alors, oui, absolument. Alors, je rebondis. Du coup, donc, on fait une petite parenthèse accessibilité. On a aussi notre équipe a lancé très récemment un outil qui s'appelle ARA, comme l'oiseau, ARA, disponible sur ara.numérique.gouv.fr, qui permet de réaliser des audits d'accessibilité en ligne. Aujourd'hui, jusqu'à présent, pour faire des audits, c'était un Excel de 150 pages, inaccessible, complexe, etc. Donc, on essaye de rendre ça un peu plus simple d'accès. Et autre chose, aujourd'hui aussi, l'État est en train de transposer une directive européenne, une directive qui date de 2019, qui devait être transposée en juin. On a pris un peu de retard, mais on devrait y arriver d'ici le début de l'année 2023. La directive sur l'accessibilité des produits et services. Et donc, là-dessus, à partir de 2025, alors je vais parler du privé, puisque j'imagine qu'il y a des organismes privés qui nous écoutent aujourd'hui, de nouvelles obligations vont rentrer en jeu à partir de juin 2025 sur la non-accessibilité des produits et services pour des entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros ou plus de 10 employés, notamment services de e-commerce. Et donc, quand ces services seront non accessibles, ils pourront recevoir des sanctions financières. Voilà. Donc, pour moi, on va vers justement davantage d'accessibilité et de convergence et de simplicité. Juste aussi un micro-complément, mais après, vous pourrez compléter votre question avec grand plaisir. Il y a l'indice de réparabilité qui est rentré en vigueur il y a déjà quelques mois ou quelques années et qui va être, à partir du 1er janvier 2024, qui est issu de la loi Rennes, de la loi AGEC, l'indice de durabilité. On a à la direction interministérielle le socle interministériel des logiciels libres, que vous connaissez sans doute, sur lequel on pousse, une équipe qui a été renforcée. C'est des problématiques qu'on prend très à bras-le-corps, c'est extrêmement important. On veut une administration proactive, une administration qui a de l'impact, et donc tout ce qui pourra être fait en faveur de ces logiciels sera exploré. Deux dernières choses. Sur l'homogénéisation aussi des services de l'État, il y a un dispositif qui a été lancé par le SIG, le service d'information du gouvernement, qui est un système de design, le design système de l'État. Et donc, vous avez peut-être vu petit à petit les sites de l'État s'harmoniser. Et c'est parce qu'en fait, il y a ce système de design qui est Qu'est-ce que c'est un système de design? C'est une série de composants web qui permettent de manière modulaire de concevoir un site. Et au sein de mon équipe et au sein de la tienne aussi, voilà, on travaille sur ce système de design, notamment pour s'assurer que tous les composants soient accessibles par design. Mais après, peut-être, maintenant je sais de quoi vous voulez parler, c'est pourquoi est-ce qu'on ne met pas à disposition davantage de communs numériques et qu'on ne crée pas des briques partagées pour simplifier la production numérique de la France, des collectivités, de l'État, etc., etc. Pour que chacun comprenne bien. Par exemple, si vous voulez, sur la question de l'accessibilité numérique, on va donc former le personnel des PIMS, donc la formation va démarrer très bientôt, sur des standards d'accessibilité numérique, d'accord, lesquels reposent sur Linux, mais lesquels épousent les mêmes raccourcis, les mêmes modes de fonctionnement que les autres écosystèmes propriétaires. D'accord. Maintenant, l'État, parallèlement, je suis désolé, c'est une question de très médiation numérique, mais du coup, voilà, elle est quand même terrain et donc très importante. Parallèlement à ça, en fait, l'État finance un certain nombre de communs numériques sur des plateformes qui sont elles aussi Linux, qui sont elles aussi donc sobres énergétiquement et qui potentiellement répondent à des enjeux d'accessibilité importants. Sauf que, en fait, ces communs ne s'appuient pas sur des standards. Donc, je vous explique la conséquence très simple, c'est que sur la base qui est la plateforme de l'État,
sur lequel on retrouve des communs et des ressources numériques partagées que auxquelles les médiateurs numériques ont accès. On retrouve effectivement un certain nombre de raccourcis ou de ressources pédagogiques associées à un écosystème, tandis que dans le reste de l'écosystème du logiciel libre, ce sont d'autres repères qui sont utilisés. Alors c'est ça le sens de ma question, si vous voulez. C'est-à-dire que le médiateur numérique qui va arriver sur la base va se trouver avec des raccourcis ou des ressources pédagogiques spécifiques à un outil. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup et puis vous pouvez aussi échanger évidemment dès que nous aurons terminé. Je suis ravie en tous les cas d'avoir animé cette rencontre qui était pleine de problématiques différentes. Je vais laisser la place désormais pour un mot de conclusion à Julie au nom de la Banque des Territoires. Pardon Julie, je te laisse la place ici. Si. Et puis, je vous remercie toutes et tous pour votre participation et également toutes les personnes qui étaient à l'extérieur et puis nos 3 participants pour un débat super intéressant ce matin. Merci beaucoup. Et Julie, je te laisse la voix. Merci beaucoup. Donc, je remercie tout d'abord les 3 intervenants de ce matin qui ont exposé, à mon sens, 2 éléments qui sont vraiment essentiels dans l'accessibilité au numérique et la médiation numérique, à la question d'accessibilité des outils et des services de l'État, qui est un vrai enjeu aujourd'hui pour que chacun puisse être acteur et s'outiller, opérer les différents services que l'on met à disposition aujourd'hui, notamment numériquement. Il faut que les outils soient lisibles, accessibles par la majorité de nos concitoyens, et c'est un vrai sujet en jeu. Et puis le sujet central et essentiel de la médiation numérique, et notamment de l'aller vers et de l'accompagnement des publics qui sont le plus éloignés du numérique. Et je rejoins complètement ce que disait Olivier. On peut tous être aujourd'hui des éloignés du numérique, et c'est essentiel de pouvoir à la fois bénéficier de services qui sont lisibles et d'un accompagnement opérationnel sur le terrain. Donc il y a bien évidemment les PIMS, c'est les acteurs de la médiation numérique qui font ce travail sur les territoires. Il y a également, on l'a évoqué un petit peu rapidement, les France Services et les conseillers numériques que je salue, qu'on est très heureux d'accompagner à la Banque des Territoires et qui font un travail formidable sur le terrain en ce sens-là. Je vous remercie encore, je remercie nos 3 intervenants, je remercie les participants et bien évidemment la MENUM avec lesquels on est très heureux d'organiser ces petits déjeuners réguliers. C'était le dernier de l'année 2022. On se retrouve en 2023 pour les nouveaux petits déjeuners, et je vous souhaite à toutes et tous une bonne matinée et des bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Merci.